Bon, on va peut-être reprendre. Est-ce que la pause vous a inspiré quelque chose, non? Une question? Non? Est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec cette approche anthropologique? Ou ont eu des cours en anthropologie, sociologie? Ouais, un peu. Les autres, non? Quelle est votre formation initiale, en fait, principalement, pour que ça donne une idée historien, ouais. Architecte, histoire, oui. D'accord. Bon. Juste un petit point pratique pour cet après-midi. Donc on va regarder un film, sauf que pour que ça fonctionne, il faudra un ordinateur plus performant que le mien. Du coup, j'ai déjà demandé à un étudiant au cas où, mais si quelqu'un a un ordinateur qui fonctionne bien et qui a, enfin bien, normalement, hein, et qui a une prise VGA et une sortie jack qui fonctionne, est-ce que quelqu'un serait prêt à le prêter pour 1h30, donc il y a vous au cas où, ouais. On a une ressource très bien, donc à 13h on installera c'est pour avoir au cas où un deuxième PC. Ok. Alors je vais continuer du coup sur, maintenant qu'on a vu un petit peu l'approche théorique, sur les études de cas européennes sur lesquelles j'ai travaillé, donc en Laponie et dans les Pyrénées. Deux sites où j'ai travaillé sur les dynamiques du tourisme d'un point de vue local. Donc ces deux sites, ils sont situés un petit peu à deux extrémités de l'Europe. Le premier, donc le site Laponia, il est situé au nord de la Suède, donc dans le territoire national de la Suède, mais dans le territoire international qu'on appelle Sápmi, qui est la région où vivent les Samis, donc au nord de la Fénoscandie. Donc c'est une région qui est à cheval sur 4 pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et la péninsule de Kola ici en Russie. Donc Sápmi, en fait, c'est le nom que les Samis donnent à cette région, que nous, on connaît plus communément sous le nom de Laponie, la région de Laponie. Je ne sais pas si on vous parle, la région du Père Noël. Et donc, le site Laponia, il se situe donc, dans cette région septentrionale au nord du cercle polaire arctique, dans la partie suédoise, dans une zone qui s'étend en fait sur des forêts, des marais et des montagnes. Parce que ici, entre la Norvège et la Suède, là, à la frontière, on a une chaîne de montagnes. Et le deuxième site sur lequel j'ai travaillé, c'est aussi un site de montagne, donc au cœur de la chaîne pyrénéenne. Donc on voit que c'est beaucoup plus petit, c'est le site Pyrénées-Montperdu. Donc ces deux sites recouvrent un certain nombre de parcs nationaux, dont les fameux parcs suédois de 1909 qui sont les premiers en Europe. Alors, juste une dernière précision, cette fois-ci méthodologique, c'est sur la manière dont je les ai abordés. Donc ça va un petit peu avoir une incidence du coup, sur les questions qu'on se pose et les résultats qu'on obtient. J'ai travaillé dans le cadre d'une ouverture interdisciplinaire au Tourism Studies, donc ce qu'on appelle les sciences du tourisme. Donc les sciences du tourisme, c'est un peu comme les sciences de la conservation, c'est plusieurs sciences qui s'articulent autour d'un objet commun. Donc ça peut être la géographie, l'anthropologie, l'économie, l'histoire, etc. Donc, qui se regroupent autour de l'étude du tourisme, donc les Tourism Studies, l'ethno-histoire, donc l'anthropologie, en particulier l'anthropologie du tourisme, et l'anthropologie de la conservation. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails méthodologiques, mais l'idée du coup c'était d'avoir une démarche comparative, donc qui permet de distinguer en fait les singularités et les universaux qui émergent des situations qui présentent a priori un certain nombre de caractères communs. Donc l'idée d'une démarche comparative, elle est un petit peu ancrée dans l'approche anthropologique, en fait, on pourrait dire de manière naturelle, c'est-à-dire que les anthropologues, ils travaillent de toute façon toujours à la recherche en fait, de cette objectivation, donc sortir d'une forme d'ethnocentrisme. Et du coup, on a toujours ce qu'on appelle un comparatisme latent, ça veut dire qu'on fait toujours, on observe les choses en les regardant en référence avec d'autres choses connues. Mais là, dans ce cas-là, en fait, c'est une démarche comparative un petit peu délibérée, c'est-à-dire que au-delà de cette démarche réflexive qui imprègne l'anthropologie, j'ai vraiment mis en œuvre, et c'est ce que font beaucoup d'anthropologues qui travaillent sur ce système de comparaison,
J'ai vraiment mis en œuvre une démarche qui a été préméditée et systématique et qui a influencé la production des données. C'est ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan conceptualise comme le comparatisme interne et raisonné. Jean-Pierre Olivier de Sardan, c'est un anthropologue français. Donc ça a des implications en amont et en aval du travail de recherche. Donc à la fois sur les choix, sur la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour choisir des études de cas et les outils d'investigation qu'on va utiliser, pour mettre en perspective ces études de cas, donc moi j'en ai 2, mais on peut en avoir plus, et ça va influencer l'analyse des données du coup, parce qu'on va analyser, on va déjà produire ces données d'une manière symétrique et on va aussi les analyser symétriquement. Ça implique une démarche réflexive pour garder aussi en lumière les singularités de chaque situation, c'est-à-dire ne pas en quelque sorte, pour vulgariser l'idée, ne pas regarder bêtement tout ce qui est commun et oublier la spécificité de chacun des cas, mais au contraire regarder un petit peu qu'est-ce qui fait l'épaisseur d'une réalité locale dans chaque cas, et ensuite en tirer ses conclusions sur les singularités et les divergences. Alors du coup, ce qui a été en déterminant du choix de ces 2 sites pour la comparaison, ça a été entre autres leur statut commun, donc ce fameux statut de site du patrimoine mondial inscrit sur la base de critères mixtes. Donc les 2 ont ces critères mixtes. Et aussi, on voit une certaine unité temporelle du point de vue des inscriptions. Donc Laponia a été inscrit en 96 et Pyrénées-Montperdu en 97. Et donc, ces 2 sites ont des critères naturels et culturels qui renvoient d'un côté donc, à des espaces naturels protégés, notamment une valeur esthétique, on verra tout à l'heure, et puis aussi à des pratiques agro-pastorales qui sont très anciennes et qui reposent sur un système de transhumance dans les 2 cas. Donc, on verra que c'est ça qui fait un petit peu la valeur qui constitue les attributs et la valeur de ces sites pour les critères culturels. Donc l'unité temporelle de l'inscription, c'est important parce que c'est pareil, si vous avez un peu travaillé sur la Convention du patrimoine mondial, on voit qu'elle évolue à travers le temps. Et les politiques de patrimonialisation aussi, donc du coup là on se situe dans des sites qui ont été patrimonialisés un peu dans les mêmes contextes de ce point de vue. Un autre choix, donc pourquoi ces sites, c'est que les 2 étaient situés en Europe et donc du coup on avait une diversité culturelle mais quand même une grande unité. Donc on était, comme je le disais par exemple tout à l'heure, sur des sites où l'accès est gratuit, le rapport à la nature est pensé comme en lien avec cette fréquentation libre de la nature. Alors, ce statut commun et ces critères communs, du coup, plus en détail, ça renvoie d'un point de vue culturel au critère 3, dans les 2 cas, qui est donc l'idée d'apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Ensuite, pour Pyrénées-Montperdu, il a aussi le critère 4, offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine. Donc là, c'est la fin, là, paysage illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine qui a été démontrée. Ensuite, les 2 ont également le critère 5, donc qui est relatif à l'établissement humain traditionnel et l'utilisation traditionnelle du territoire. L'interaction, il y a aussi cette idée d'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible. Donc ça, c'est ce qui est des critères culturels qui ont rapport en fait au mode de vie dans ces 2 régions. Alors, ce que ça donne du coup dans la manière dont c'est présenté aujourd'hui donc par le Centre du patrimoine mondial, donc dans la décision qui a fait suite aux argumentations données dans les dossiers d'inscription. Du coup, c'est assez sommaire par rapport à l'ampleur de la démonstration qu'il faut faire, mais du coup, ce que le comité retient dans sa décision pour Laponia, du point de vue des critères culturels 3 et 5, c'est que le site a été occupé de manière continue par la population sami depuis la préhistoire. Il est l'un des derniers exemples, et incontestablement le plus vaste et le mieux préservé, de zones de transhumance faisant intervenir les pâturages de grands troupeaux de rennes, pratique jadis très répandue et remontant à un stade très ancien du développement économique et social de la société humaine. Alors ça, on verra du coup ce que c'est dans le film. On aura un exemple de ce que c'est que ce système de transhumance qui remonte à un stade très ancien du développement de la société humaine.
Et donc là, en fait, on a assez peu de choses finalement dans le détail sur ce que c'est que cette valeur universelle exceptionnelle d'un point de vue culturel, mais c'est l'élément cœur que retient le Comité du patrimoine mondial dans sa décision. Et pour Pyrénées-Montperdu, donc, en ce qui concerne les valeurs culturelles, le comité inscrit bien au titre des critères 3, 4 et 5 en disant que la zone Pyrénées-Montperdu entre la France et l'Espagne offre un paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté panoramique à une structure socio-économique qui a ses racines dans le passé et illustre un mode de vie montagnard devenu rare en Europe. Donc là, c'est la rareté du mode de vie comme un héritage qui est mis en lumière. Donc ce site est aussi inscrit dans la catégorie des paysages culturels. Alors là, du coup, je vais moins m'attarder sur ces aspects-là, mais juste pour vous illustrer ce que ça veut dire dans les faits, c'est ces photos de terrain, donc avec les grandes transhumances de rennes, donc on aura d'autres exemples cet après-midi, et puis les transhumances ovines et bovines dans les Pyrénées. Et donc dans les Pyrénées, l'idée de cet héritage aussi, c'est en fait que la situation géographique du site Pyrénées-Montperdu, donc qui est à la frontière, enfin, sur la frontière entre la France et l'Espagne, en fait, il existe toujours un héritage de la coopération entre les communautés, enfin de la proximité entre les communautés françaises et les communautés aragonaises, donc du nord de l'Espagne, qui avaient créé des systèmes de coopération dans l'usage des pâturages qui remontent au XIe siècle, c'était les lits et passeries entre autres. Et donc l'idée c'est que on avait des transhumances internationales, c'est-à-dire qu'on oubliait la frontière administrative, et il existe un système de transhumance internationale qui existe encore aujourd'hui, où en fait les pâturages plus verts, enfin les estives plus vertes côté français, sur versant français, sont cédés pendant un mois en été aux Espagnols, aux éleveurs espagnols, qui eux ont leur pâturage complètement grillé par le soleil à ce moment-là. Ils n'ont plus de ressources pour leurs animaux, donc il y a un système en fait où ils concèdent une partie des pâturages en France, et donc c'est la photo qu'on voit ici, en bas, avec des bovins. Donc ça c'est la transhumance de l'abernatoire, donc en fait il y a 1 millier de vaches à peu près qui traversent ce col de l'abernatoire pour rejoindre les estives françaises selon un traité qui est extrêmement ancien. Donc voilà, on voit un petit peu la persistance de ces pratiques, mais en fait, dans les faits, c'est très important d'un point de vue culturel et d'un point de vue patrimonial, mais dans les pratiques, c'est quand même pas extrêmement répandu, c'est-à-dire que ça correspond à quelques pratiques qui restent, mais cette coopération internationale est plus aussi forte qu'elle ne l'a été avant que la montagne soit désenclavée, puisqu'en fait, avant le désenclavement des sommets de montagne, les communautés qui vivaient un petit peu sur ces zones plus hautes communiquaient plus entre elles, malgré la frontière internationale qui n'avait pas vraiment de sens pour elles, qu'avec le Piémont, parce qu'il fallait passer des gorges et des vallées qui étaient absolument inaccessibles. Donc en fait, on comprend comment les contraintes géographiques, enfin géomorphologiques ont influencé un petit peu la sociabilité dans ces régions. Alors ça c'est pour les critères naturels, pour les critères culturels. Maintenant pour les critères naturels, dans les deux cas, comme je disais, on a l'idée de représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelle. Donc c'est ce fameux critère que j'évoquais tout à l'heure, qui est un critère assez subjectif, c'est-à-dire comment on détermine cette valeur esthétique. Qu'est-ce qui fait qu'on juge qu'un espace, un paysage, et d'une beauté naturelle exceptionnelle, ou a une importance esthétique exceptionnelle. Donc ça, il y a des travaux assez poussés sur cette question. Donc déjà, comme j'expliquais, c'est un petit peu jalonné, enfin balisé dans le cadre du texte des orientations pour aider les sites candidats à comprendre ce que la Convention entend derrière ce critère. Et puis il y a des travaux qui ont été faits notamment par l'UICN pour essayer de préciser un petit peu cette idée. En tout cas, dans les faits, en fait, souvent, on appelle ça, dans les réunions d'experts, par exemple, on appelle ça l'effet waouh, c'est-à-dire quand on va dans un site et qu'on se dit waouh, c'est magnifique. Donc ça, c'est quand on a cet effet-là, c'est que de manière assez évidente, on peut avoir le critère esthétique. Sauf que dans les faits, il faut l'argumenter, donc argumenter waouh, l'émotion qu'on a face à un beau paysage, ça peut être compliqué.
Donc ça repose sur des aspects un petit peu artistiques et historiques, c'est-à-dire la place de ces paysages dans la littérature et dans l'art. On va utiliser ce genre d'éléments à travers l'histoire. On peut aussi avoir justement une influence du tourisme, des lieux fréquentés justement et connus et reconnus pour leur beauté. Donc c'est un peu ça qui est derrière ce critère. L'autre aspect intéressant de ce critère 7, c'est que c'est au niveau de la gestion, c'est-à-dire comment maintenir l'intégrité de ces attributs qui font la beauté exceptionnelle d'un site. Et donc là, c'est assez intéressant quand on regarde la question des impacts, par exemple les impacts du tourisme sur un site. Si on construit une station de ski à proximité d'un site qui est considéré comme de beauté exceptionnelle, d'une beauté exceptionnelle, bah, du coup, ça remet en question peut-être cette beauté. Alors tout ça dépend encore une fois des conceptions qu'on a de ce qu'est la beauté et l'esthétique. Voilà. Alors ensuite, les deux sites ont le critère 8. Donc le critère 8, c'est la géologie. Donc là, impacter sur la géologie, c'est moins évident. Donc processus géologique en cours. Et puis le site Laponia, le critère 9, qui est le critère des processus écologiques et biologiques. Alors, ça renvoie dans ce texte des décisions. Donc en fait, c'est pour vous donner, ce texte, il permet de donner un petit peu une idée générale de ce qui est retenu et qui fait patrimoine du sens de la Convention dans ces grands dossiers. Donc pour Laponia, sur ces critères naturels, le comité a considéré que le site possédait une valeur universelle exceptionnelle car il contient des exemples de processus géologiques, biologiques et écologiques en cours, une grande variété de phénomènes naturels d'une beauté exceptionnelle et une importante diversité biologique, comprenant notamment des populations d'ours bruns et une flore alpine. Il a été noté que le site remplissait toutes les conditions d'intégrité. Ça a été noté qu'il remplissait toutes les conditions d'intégrité. On peut voir là le lien en fait, qui transparaît avec l'histoire de la conservation de la nature dans cette région. Donc déjà une région assez reculée et avec une faible densité de population, et en plus des espaces protégés qui sont plus de centenaires. Donc effectivement, ça va favoriser le maintien de l'intégrité de ces sites, les conditions d'intégrité. Pour Pyrénées-Mont-Perdu, il s'agit donc d'un massif. Le massif calcaire du Mont-Perdu présente un certain nombre de formations géologiques classiques, telles que des canyons profondément creusés et des cirques spectaculaires. C'est également un paysage exceptionnel avec des prairies, des lacs, des grottes, des montagnes et des forêts. Et de plus, la région présente un grand intérêt pour la science de la conservation. Et là, on retrouve ce lien avec cette notion d'intégrité et de conservation. Un intérêt là pour... c'est un petit peu des réservoirs de conservation, des réservoirs d'intérêt pour la conservation de réservoirs d'espèces et d'espaces naturels. On voit ce côté-là qui transparaît, qui est quelque chose d'assez fondamental dans l'idée de la conservation de la nature. Donc pareil, je vous ai mis une photo pour illustrer ce à quoi ça fait référence dans la réalité. Donc dans Laponia, ça c'est la vallée de Rapa. Donc ça illustre, outre la beauté exceptionnelle du paysage, ça illustre aussi les processus écologiques en cours avec en fait un delta qui chaque année prend une forme différente. Et puis le cirque de Gavarnie dans le site Pyrénées-Mont-Perdu, donc sur le versant français du site. Donc le cirque de Gavarnie, c'est assez connu. Est-ce que certains d'entre vous connaissent? Du coup, maintenant, vous savez. Non, vous ne connaissez pas? Alors, en fait, alors là, on voit bien, c'est un bon exemple pour voir justement comment saisir ces critères d'un coup d'œil. À la fois, on a donc ce paysage qui est assez extraordinaire avec une cascade. Il faut imaginer que le mur qu'on a en face de pierre, là, ça fait 1000 mètres, plus de 1000 mètres d'altitude, avec un petit peu de la végétation, les cours d'eau, les névés, etc. Et en fait, un cirque glaciaire, donc comme il y en a dans les Pyrénées, c'est des espaces donc un petit peu circulaires, comme une arène un peu, comme un théâtre, où en fait, quand on entre, la glace s'est retirée, donc ça a laissé cette paroi de manière comme un demi-cercle, voilà. Et donc ça, c'est une forme géologique qui est déjà intéressante en soi pour la géologie.
Et puis ensuite, dans le cas de Gavarnie, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il est formé permet justement de saisir d'un coup d'œil cette formation. C'est-à-dire qu'on arrive, on est enveloppé dans ces parois qui font 1000 mètres de haut, et donc on comprend ce que c'est qu'un cirque glaciaire juste en étant là et en regardant. Donc ça, c'était intéressant déjà dans la patrimonialisation de ce lieu, qui a fait l'objet d'un très fort intérêt justement de la part des artistes, des savants, etc., qui l'ont peint, décrit, repeint, de la poésie, de la littérature autour de ce lieu, donc qui a cet effet un peu waouh, et qui en même temps constitue une sorte de curiosité même, et de cas d'école de la nature pour comprendre qu'est-ce qu'un cirque glaciaire. Donc du coup, on va voir comment justement cette configuration naturelle, elle a amené à la fois à la patrimonialisation de ce lieu, c'est-à-dire un lieu qui était connu et reconnu par tout le monde et dont on s'est dit depuis longtemps il faut le préserver, et en même temps un fort développement touristique qui est lié à un accès très facile à ce lieu. Alors ça, c'est des exemples, c'est des zones, comme vous avez vu, naturelles assez vastes. Enfin, Laponia fait 9400 km². Par exemple, alors Pyrénées-Monts-Perdus, c'est un peu plus petit, mais du coup, il y a d'autres types de paysages naturels qu'on peut voir dans ces deux sites. Et en particulier, ce qui est intéressant pour Pyrénées-Monts-Perdus, c'est cette diversité, cette variété nord-sud, avec donc ces cirques glaciaires côté nord, côté français, et les grands canyons côté beaucoup plus arides, côté espagnol. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent aussi le canyon d'Ordesa. Non, c'est aussi un site naturel très connu, et avec pareil cette idée du canyon qu'on peut voir et dont on saisit tout de suite l'idée en y allant, qu'est-ce que c'est qu'un canyon. Voilà, c'est une petite digression, mais en tout cas, donc, dans les deux cas, on a cette mosaïque de systèmes de protection, une mosaïque d'air protégé dont je parlais, qui est très courante qu'on trouve toujours dans les sites naturels. Où pratiquement l'intégralité du territoire qui est inscrit patrimoine mondial recouvre des aires protégées. Donc dans Laponia, on a 4 parcs nationaux et 2 réserves naturelles, et des petites zones qui restent blanches sur la carte là, qui semblent n'être pas protégées, sont encore sous le statut d'autres systèmes de gestion. Et Pyrénées-Monts-Perdus, on a 2 parcs nationaux, donc un côté français, le parc des Pyrénées, et le parc d'Ordesa côté espagnol, avec toutes ces zones ici également un peu blanches qui correspondent en fait aux zones tampons, aux zones périphériques du parc, donc qui font aussi l'objet de gestion. Les parcs nationaux dans ces 2 régions, donc comme je disais, dans Laponia, on a les parcs très anciens de Sarek ici et Stura-Chefalet ici, 1909. Padjelanta, c'est dans les années 60, de même que Moutouz ici, c'est une forêt primaire. Et les réserves naturelles ici sont aussi entre les années 40 et les années 60. Pour Pyrénées-Monts-Perdus, c'est un peu différent. On a le parc des Pyrénées qui date des années 60, 67 au côté français, et le parc d'Ordesa qui est beaucoup plus ancien, donc dans les années 1920, je crois que c'est 1918. Donc là, on a une petite différence. En fait, on voit quand même que la gestion ne s'est pas opérée de la même façon dans ces 2 pays. Et du coup, il y avait un enjeu quand même d'harmonisation au moment de l'inscription du site comme un site transfrontalier, parce qu'on a quand même des modes de gestion et une histoire un peu différente des côtés de la frontière. Donc ça, c'était pour les aspects un petit peu comparables, donc communs, qui font qu'on va pouvoir comparer ces 2 sites européens sur la base d'un certain nombre de critères communs. Ensuite, on a des singularités pour chacun de ces espaces. La première, c'est l'échelle. Donc Laponia est 30 fois plus grand. Le site Laponia est 30 fois plus grand que le site Pyrénées-Monts-Perdus. Pyrénées-Monts-Perdus qui se situe un petit peu au sommet de la chaîne pyrénéenne, enfin au centre, plutôt sur la haute montagne. Laponia, donc il y a cette zone-là qui est en montagne, et puis toute cette zone étendue là qui est plutôt donc en rouge, une zone de marais, zone humide, et des forêts primaires. Donc dans Laponia, on a donc affaire à un site très vaste et très peu aménagé.
ça, c'est une particularité intéressante qu'on retrouve en fait assez souvent en Scandinavie, mais en particulier dans cette zone-là, avec le parc national de Sarek, là où on a presque aucun aménagement, donc pas de sentier de randonnée, pas de pont. On a juste un petit morceau de sentier qui traverse un endroit. En fait, c'est considéré comme, on va le voir dans l'imaginaire touristique et dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, comme ça dépend un wilderness, donc l'idée de la nature sauvage américaine. Comme, est-ce que vous avez vu le film Into the Wild? Non. Et ben voilà, la wilderness, c'est l'idée qui est exprimée dans ce film aux États-Unis. C'est un concept qui vient des États-Unis et qui a traversé plusieurs fois l'Atlantique et qu'on trouve assez ancré en Scandinavie. Donc c'est l'idée de la nature sans l'homme, où l'homme n'est qu'un voyageur de passage pour voir justement la beauté de cette nature sans l'homme. Et donc Sarek s'est pleinement inscrit, ce parc national là, de 1909, il s'inscrit pleinement dans cette représentation de la nature du point de vue des personnes qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire pas de la population sami qui vit dedans, mais ça j'y reviendrai, mais en particulier des touristes. Donc c'est un site très peu aménagé. Et puis il y a les spécificités culturelles en Suède qui sont très ancrées, enfin même en Scandinavie. La première, c'est cette question du droit d'usage public de la nature. J'en ai parlé à l'échelle de l'Europe, où on a conçu les systèmes de conservation comme laissant cet accès à la nature pour les hommes, donc réglementé, mais laissant cet accès libre et gratuit. Alors en Suède, cette conception-là, elle est vraiment poussée plus à l'extrême et elle est très fortement ancrée dans l'histoire et dans la culture suédoise. Elle fait référence même à des articles dans la constitution suédoise. Ça s'appelle l'allemansrätt et c'est le droit pour tous donc d'accéder aux espaces naturels indépendamment des droits de propriété. Donc ça c'est très fort dans la manière dont les gens pensent leur rapport à la nature et dont ils vont le mettre en pratique, dont ils vont fréquenter la nature. Et donc, par exemple, ça se traduit par l'idée qu'on peut planter sa tente n'importe où quand on fait une randonnée. On peut manger, on peut donc pas exploiter les ressources, mais manger ce qu'on trouve dans la nature, cueillir des champignons partout, et donc planter sa tente même dans une propriété privée si on est amené à visiter cet espace naturel-là. Donc c'est un droit à la nature qui est très ouvert, et ce qui est intéressant de regarder en fait pour les anthropologues, c'est comment justement cet ancrage culturel il va définir des rapports à la nature et au développement dans ces espaces. Et puis, ce droit, il est en plus associé à ce qu'on appelle une philosophie de vie du plein air, du Friluftsliv, donc l'idée de vivre au grand air. Donc ça, c'est pareil, c'est lié à la spécificité culturelle et puis aussi à l'environnement contraignant en Scandinavie, où en raison des hivers assez froids et longs, assez hostiles, en fait, on a cette idée que dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'on peut, il faut aller s'immerger dans la nature, profiter de la nature. Et donc ça, c'est très ancré dans la culture scandinave. Donc ça va aussi avoir une incidence sur la manière dont on fait du tourisme dans ces espaces naturels. Et donc la dernière grande spécificité que j'ai répertoriée ici et qui va avoir une influence aussi, c'est la présence donc, du peuple autochtone sami. Donc, comme je vous ai montré sur la carte au départ, il y a la grande région du Sapmi, où on a donc le site Laponia. Donc, dans cette vaste région du Sapmi vivent les Samis, donc traditionnellement des éleveurs de rennes semi-nomades. On verra cet après-midi la vie donc, de Youn, un jeune éleveur qui pratique toujours l'élevage de manière entre tradition et modernité, justement. Et donc, du coup, le fait que ce peuple autochtone sami vive dans cette région et utilise tous ces espaces, tous les espaces qui sont aujourd'hui recouverts par le site du patrimoine mondial, ça va avoir des incidences politiques et au niveau de la gouvernance. En fait, ce sera l'objet du cours de demain, mais on va voir comment justement ces enjeux liés à l'autochtonie vont avoir une influence sur la manière dont se confrontent les acteurs pour mettre en œuvre une nouvelle gestion et sur la confrontation justement des représentations et des rapports à un même espace. Parce que cet espace qui est recouvert entièrement par des aires naturelles protégées, c'est aussi pour les Samis un pâturage.
Donc quand on leur demande, eux, de nous projeter la carte de ce que c'est leur carte de cette région, ils ne vont pas nous projeter les 4 parcs nationaux et de réserves naturelles, mais ils vont nous projeter leur division du foncier qui est liée à un système d'élevage, je vous montrerai une carte demain, qui est lié à un système d'élevage par communauté. Ce ne serait pas du tout la même chose. Donc du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que à la fois le site du patrimoine mondial, il repose sur cette volonté de conserver la nature et la culture vivante, donc ce mode de vie des Samis et de mettre, de patrimonialiser, en fait, de mettre en lumière un mode de vie qui est l'héritage d'un système de transhumance très ancien, et en même temps qui sont finalement, du point de vue de la population locale, des représentations assez opposées l'une de l'autre. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va explorer aujourd'hui, surtout demain. Là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tourisme, mais cet enjeu-là, il est latent. Et il imprègne complètement la gestion du site. C'est pour ça que je voulais vous montrer le film dans un premier temps cet après-midi, parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que cet enjeu dans le quotidien d'un éleveur sami. Quel est son rapport à son territoire. Et en fait, le réalisateur de ce film documentaire, il le dépeint très bien. Donc c'est intéressant de ce point de vue. Donc il y a ces enjeux d'autochtonie, qui sont, à mon avis, en fait, des enjeux sur lesquels il faut réfléchir quand on veut réfléchir à un patrimoine européen. Parce que le patrimoine naturel européen qu'on pourrait définir, en fait, est-ce que finalement il peut s'articuler avec ces questions d'autochtonie et ces visions très locales. Et du coup, pour moi, c'est l'intérêt, ça, autour de ces questions de l'approche anthropologique qui va aller creuser vraiment en profondeur d'un point de vue local, essayer de comprendre les enjeux pour les habitants. Et voir comment ça s'articule finalement à une échelle plus large de l'Europe, comment un éleveur sami qui se bat pour la décolonisation de son territoire aujourd'hui, en 2016, comment est-ce qu'il peut se sentir citoyen européen et partager cette idée de patrimoine européen sur son territoire. Et du coup, on aura des clés de réponse un petit peu à travers cette étude de cas de Laponia, parce qu'on va voir comment ça se passe justement dans un contexte de patrimoine mondial, cette fois, donc un contexte global, comment justement ça peut être un petit peu instrumentalisé, utiliser ces systèmes de patrimonialisation pour justement faire reconnaître d'autres visions du patrimoine que celles qui sont véhiculées dans les textes et dans les systèmes de labellisation existants. Voilà, ça c'était une petite digression, mais ça permet de saisir un peu les enjeux, je pense. Et donc, c'est une photo pour illustrer ce que c'est que la vie des éleveurs. Et donc, dans le site Pyrénées-Mont-Perdu, on a aussi un certain nombre de singularités spécifiques à cette zone, et notamment les enjeux d'un site transfrontalier, c'est-à-dire, justement, je l'évoquais tout à l'heure, faire déjà fonctionner ensemble les 2 parcs nationaux. On a aussi des enjeux autour de la catégorie paysage culturel de l'UNESCO. Et puis on a un enjeu très fort autour de la question du tourisme, parce que là, pour le coup, ce site naturel, il reçoit une très forte fréquentation touristique, près de 1 million de personnes par an, voire plus. Donc là, on a des enjeux importants du point de vue de la gestion de cette fréquentation. Alors pour aborder un peu ces 2 sites, du coup, j'ai mis en œuvre les méthodes classiques de l'anthropologie, enquête ethnographique, donc je vous les détaille pas, mais en gros ça se base beaucoup sur des immersions longues sur le terrain, avec des entretiens et l'observation auprès des acteurs. Donc ça commence par une identification des différents acteurs qui ont un rôle, qui sont actifs ou qui sont impliqués dans la vie quotidienne de ces régions. Donc, notamment pour les questions que je traitais, bien sûr, les offices de tourisme et les collectivités locales, mais aussi les entrepreneurs du tourisme. Donc là, ça renvoie à une grande variété d'acteurs, ceux qui sont entrepreneurs, enfin déjà il y a plein de pratiques, et puis en plus il y a ceux qui le sont à plein temps, en activité partielle, etc. De là, j'extrais une catégorie d'acteurs qu'on peut aussi faire entrer dans les entrepreneurs du tourisme, mais qui ont un rôle spécifique de médiateur, ce sont les guides et les accompagnateurs. Ensuite, les agents des parcs nationaux, les agents impliqués dans la gestion du patrimoine mondial, et les éleveurs impliqués dans une activité de tourisme. Donc là, on pourrait aussi considérer que c'est des entrepreneurs du tourisme, mais je me suis intéressée à eux de manière séparée, parce que c'est eux qui maintiennent ces valeurs liées à la transhumance, et que d'un point de vue identitaire et culturel, ce qui prévaut, a priori, c'est cette question de maintien de l'activité d'élevage.
Donc ça, c'est un peu la typologie des acteurs interrogés, puis aussi des touristes, du coup, aux entretiens avec les touristes, dans les deux sites. Et donc l'enquête a commencé par aussi une contextualisation un peu ethno-historique et comprendre comment ces régions étaient devenues des régions touristiques, qui étaient les premiers touristes et quel héritage on a de ces formes de tourisme aujourd'hui. Comment ça a influencé l'image qu'on véhicule de ces régions et les imaginaires qui sont produits. Donc là, je reviens un peu à ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire l'histoire des premiers touristes, le Grand Tour, etc., et puis les clubs montagnards qui ont ce rôle d'égaliseur. Donc dans les deux cas, on observe cette symétrie qu'on va voir un peu partout en Europe avec l'influence des naturalistes et explorateurs qui sont les premiers à s'aventurer dans ces régions naturelles un peu considérées comme hostiles, en particulier pour arboriser, pour documenter ces régions. On a une différence ici entre la question du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, parce que, en fait, quand j'évoquais le Grand Tour, on allait voir beaucoup des monuments on allait voir des attributs plutôt culturels, des monuments, etc. Entre autres parce que l'accès aux espaces naturels était particulièrement difficile. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas forcément les moyens techniques de se déplacer dans les accès difficiles. La montagne était totalement enclavée et perçue comme un milieu hostile. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est quand même plutôt les naturalistes et les savants explorateurs qui vont avoir ce rôle pionnier de découverte de ces régions, qu'ils vont documenter. Et donc leurs œuvres se diffusent à travers l'Europe et permettent de découvrir ces régions hostiles. Donc en Laponie, on a la figure la plus connue de ce mouvement-là, c'est Carl Linné. Donc c'est un naturaliste suédois très connu qui a inventé la classification telle qu'on l'utilise encore aujourd'hui, qui a écrit en 1732 Iter Laponicum, donc Voyage en Laponie, qui raconte son voyage en Laponie qui a été commandé par le roi de Suède, commandé et financé par le roi de Suède, et qui fait l'objet d'un récit qui est encore lu aujourd'hui, et j'ai même rencontré des touristes qui faisaient des références à ce récit encore aujourd'hui. Donc il va raconter un peu, il va à la fois herboriser, c'est-à-dire il va recueillir des plantes qu'il va décrire dans ses ouvrages, mais il va aussi parler des hommes qu'il va rencontrer, donc les Lapons, à l'époque, et il va documenter un peu les mœurs de ces hommes qu'il rencontre en Laponie. Puis on a le même phénomène un petit peu de découverte des Pyrénées avec là la figure emblématique, c'est Raymond de Carbonnière qui va écrire cet ouvrage Observations faites dans les Pyrénées pour faire suite aux observations sur les Alpes, avec cette même dynamique en fait de découverte des montagnes pyrénéennes et d'arborisation, de documentation du milieu. Puis après, cette influence des explorateurs et la diffusion des connaissances à travers leurs œuvres, donc des connaissances sur ces régions, on a une forte influence donc, du mouvement romantique, du romantisme, avec notamment l'idée de la sublimation des montagnes, donc transformer ces espaces, qui va transformer ces espaces qui étaient alors perçus comme hostiles et difficiles d'accès et dangereux en espaces sublimes, et donc qui va susciter un intérêt pour ces espaces. Bon, ça c'est la peinture un peu caractéristique de ce moment-là. Donc en parallèle de tout ça, on est aussi dans une époque de grande transformation en Europe, comme je le disais tout à l'heure, où se développent les transports et où se désenclavent certains milieux difficiles d'accès jusqu'ici, en particulier pour aller y chercher des ressources naturelles dont on a besoin pour alimenter l'industrialisation des pays. Donc on va voir ce mouvement qui va se passer dans ces deux régions, comme en fait il se passe dans beaucoup d'endroits d'Europe. Donc là on voit que d'un point de vue historique, on a cette construction un petit peu européenne du patrimoine. Enfin en tout cas, on a peut-être pas du patrimoine, mais on a cette construction européenne des aspects historiques qui vont influencer le changement social. Et donc en Laponie, on a la création des premières mines, donc dans la région où j'ai travaillé, en 1888, qui vont amener aussi la voie ferrée dans cette région septentrionale. Et du coup, cette région qui était jusque-là difficile d'accès devient, pour les besoins du transport des minerais extraits, accessible depuis le sud du pays.
Donc on va transporter les minerais en fait jusqu'à la mer, de deux côtés, mer Baltique et océan Atlantique. Donc ça va participer à rendre accessible et connue cette région, et c'est dans le même temps qu'on crée ces voies ferrées et ces mines qu'on va créer ces aires protégées et que les premiers touristes vont venir, alors plutôt les premières associations touristiques type Club Montagnard vont installer leur refuge, etc. Donc en fait, bon là je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand on regarde ça de près, on peut voir le faisceau de liens qui existe. En fait, c'est l'industrialisation et la conservation de la nature sont en quelque sorte des résultats d'un effort commun de progrès et d'accessibilité à ces régions. Et donc en même temps, ils se créent l'un contre l'autre, c'est-à-dire que quand on commence à extraire des minerais, on se dit bon, il faudrait préserver cette zone voisine du développement. Donc on a un peu le même mouvement qui se fait dans les Pyrénées, avec donc la découverte, la Laponie, on va plutôt découvrir au sens de la latitude des latitudes inexplorées. Là, on va découvrir l'altitude inexplorée, donc les montagnes, comme on découvre aussi les Alpes. Et puis, on a une forte influence aussi du développement du thermalisme dans les Pyrénées qui va attirer beaucoup de gens. Et donc, dans ce contexte, comme je le disais tout à l'heure, c'est là aussi qu'émergent les premiers clubs montagnards en Europe, avec le tout premier, donc le Alpine Club en 1857 à Londres. Mais on a les équivalents dans chaque pays. Et notamment, en Suède, on a le STF, Svenska Turistföreningen, donc l'association touristique suédoise, qui a pour slogan Känn ditt land, connais ton pays, donc comme un slogan très nationaliste qui vise en fait à pousser les Suédois, donc on est toujours dans les élites, à connaître leur propre pays, à aller visiter ces espaces inconnus. Et donc l'idée, comme le dit ici le président de cette association en 1908, c'est de faciliter l'accès à la nature à des prix abordables, et ce dans un dessein patriotique. Et on a en fait la même dynamique qui se crée donc ailleurs en Europe, et notamment en France, avec la création du club alpin français, donc dans les mêmes années, fin du 19e, avec comme slogan « Pour la patrie, par la montagne ». C'est un peu le même esprit patriotique. Et donc le club alpin français, lui, va être plus axé vers le développement de l'alpinisme et la valorisation des performances sportives et la découverte des sommets et des montagnes. Donc dans les Pyrénées, on a une spécificité, donc ça va se passer beaucoup dans les Alpes, pour le coup, club alpin, mais ça existe aussi dans les Pyrénées. Donc il y a une recherche de distinction dans les Pyrénées par rapport à ce qui se passe dans les Alpes, où ces sociétés, ces clubs montagnards et sociétés savantes vont aussi essayer de valoriser un peu leur spécificité, qui est en fait, selon eux, c'est la contemplation et la sensibilité au paysage. C'est-à-dire qu'en plus d'être des alpinistes qui font des performances sportives et découvrent les sommets, ils expliquent qu'ils ont un sens plus aigu de la contemplation et de la sensibilité au paysage, et développent un mouvement parallèle à l'alpinisme qu'ils appellent le pyrénéisme, et qui est donc cette idée un peu plus littéraire et plus romantique du rapport à la nature. C'est illustré dans la citation. Tous s'accordaient à plaindre les oisifs des villes qui ne connaissaient pas les virils exercices commandés par les grandes excursions, ni les saines jouissances attachées à la contemplation de la nature sous ses aspects sauvages et sublimes. On a un peu cette idée qui transparaît. Alors ça, c'est un peu le contexte historique, donc on peut voir qu'il s'inscrit un peu aussi dans les évolutions qui imprègnent l'Europe à ce moment-là. Et d'un point de vue plus de l'analyse de chaque situation, on voit donc qu'il y a un développement progressif de l'économie du tourisme et des pratiques touristiques à partir de la fin du 19e siècle dans ces régions. Donc, en fait, dès l'arrivée du chemin de fer, les premiers touristes construisent les premiers refuges, les premiers clubs montagnards construisent les premiers refuges et sentiers pour faciliter l'accès à ces espaces, et donc se développe au départ un tourisme plutôt estival où on va randonner dans ces régions et s'immerger dans la nature. Donc sous forme de carte, ça se présente comme ça. On a donc cette route-là, la route du fer qui va jusqu'à la mer. Première station de tourisme, c'est celle-ci, et puis on crée ces sentiers avec des refuges espacés d'une journée de marche. Et donc tout ça est mis en place principalement par le club montagnard STF.
Donc on développe des sentiers de randonnée qui deviennent très connus en Suède, donc la piste royale et des refuges. Donc là on a des photos des années 50 avec les touristes de l'époque. Et puis on voit donc dans cette zone protégée, donc dans cette zone où on a plusieurs statuts de protection de la nature, c'est surtout une structure nationale qui va régir et organiser le développement du tourisme. Et en fait, cette structure, elle va participer à valoriser des pratiques touristiques de la pleine nature, telles que la randonnée en autonomie, c'est-à-dire des pratiques touristiques vraiment liées à des valeurs d'immersion dans la nature et d'autonomie des touristes qui, en fait, ne sont pas dépendants de beaucoup d'infrastructures touristiques. Donc ça, c'est pas forcément représentatif de tout le tourisme dans la région où on a dans les villes voisines de ces espaces protégés. Alors la notion de voisin ici, elle est relative parce qu'on a 200 km entre les villes et les parcs, mais où on va avoir plus un tourisme à plus forte valeur ajoutée d'un point de vue économique dans les villes, hôtels, etc. Donc dans les espaces naturels, c'est ce type de tourisme qui se développe avec, pour les Samis, l'implication progressive dans la mise en place d'activités secondaires. Donc, par exemple, la vente de produits locaux. Donc, les Samis, comme je vous disais, vivent dans ces régions. Ils les traversent au fil des saisons. Et en été, donc, quand les touristes viennent à cette époque, ils sont près des lacs aussi, donc ils vont leur vendre les poissons fumés, de la viande fumée, des galettes de pain, etc. Et donc, cette tradition touristique d'une activité secondaire, elle perdure depuis cette époque. Donc en fait, aujourd'hui, si on regarde comment la situation touristique se configure, on voit qu'on a toujours une très grande emprise de l'association nationale STF qui en fait pilote l'essentiel des structures des stations de montagne et des refuges. Une entreprise locale privée ici, c'est la numéro 2, qui opère depuis 1980 dans la région, et puis simplement la reprise depuis les années 2000 d'une partie des refuges dans cette zone du parc national de Padjelanta par une association Sami qui s'est mise à travailler ensemble pour gérer les activités touristiques dans cette région. Donc comme je disais, c'est en fait aussi une question d'opportunisme, enfin d'opportunité, où les villages se situent à proximité des stations touristiques et donc en fait c'est aussi pratique pour les Samis d'avoir cette activité secondaire de gestion de la station et en même temps c'est loin de faire venir aussi des employés d'ailleurs, donc il y a un côté développement par opportunité. Alors du coup si on fait la synthèse un peu de ce qui se passe aujourd'hui, on voit que STF, l'association nationale, est très active au plan national et local, donc elle continue à gérer de nombreuses stations et véhicule des valeurs historiques qui sont liées à l'immersion dans la nature, un confort rudimentaire et des pratiques dites écologiques. À côté de ça, on a une petite entreprise privée qui gère une petite station, qui elle a une gestion donc locale qui est liée à une plus-value économique obligatoire en fait, parce qu'ils n'ont pas le soutien d'une structure nationale derrière, donc il faut absolument survivre. Du coup, l'idée c'est aussi de se diversifier aujourd'hui et d'avoir un tourisme plus moderne qui va être lié à des standards différents et à plus forte plus-value économique. Donc développer en fait, par exemple des chambres, enfin je vais dire des accommodations en anglais, donc des structures d'accueil plus confortables, développer le tourisme lié aux activités motorisées comme la motoneige, qui est interdite dans les parcs et certaines zones on peut accéder. Et puis développer des services de proximité pour la population comme la vente de carburant et la restauration. Et puis enfin, une structure, donc la structure SAMI, l'association Padjelanta Laponia Tourisme, qui est en fait un groupement d'éleveurs, et qui sont des éleveurs qui vont chercher à bénéficier des retombées du tourisme tout en gardant l'élevage comme une activité principale. C'est-à-dire que pour eux, ce qui compte, c'est de pouvoir être près de leur pâturage et de pouvoir participer à toutes les activités d'élevage, mais si voilà, pendant leur temps libre, il se trouve qu'il y a une station de tourisme à côté et qu'on peut gérer ça pour en obtenir un petit bénéfice, ils vont s'impliquer là-dedans.
Et l'autre, dans cette économie, et l'autre raison pour laquelle, en fait, c'est important pour eux de s'impliquer dans ces structures, c'est que ça leur permet une meilleure maîtrise des activités qui se développent sur leur territoire, donc une meilleure maîtrise des conflits d'intérêts et d'usage qu'il peut y avoir avec l'élevage du renne. Donc en fait, ils savent où vont les touristes, eux qui gèrent ces sentiers de randonnée, donc du coup c'est plus facile pour eux de maîtriser cette activité. Donc on voit finalement qu'on a, selon les acteurs, des rapports contrastés au tourisme et qui vont valoriser des types de touristes assez différents et exprimer des projections contrastées du développement touristique. Des questions? Voilà, je continue. Donc du coup, ce qu'il apparaît, c'est que dans les conclusions, c'est qu'en fait, on est dans une continuité historique qui est liée à la valorisation des aires naturelles dans cette région, où en fait l'imaginaire touristique qui est associé à cette région, il est profondément lié à l'histoire du tourisme dans cette région. Et du coup, j'ai une gérante de station touristique qui m'explique que les touristes qui viennent ici, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui vont en Thaïlande. Ils veulent faire l'expérience de la nature et des montagnes, et ici c'est la vraie nature. L'air et l'eau sont purs, on peut boire l'eau de tous les lacs. Tu ne viens pas ici si tu n'es pas intéressé par la nature, si tu n'es pas intéressé par ressentir ces belles choses, tu ne viens pas ici. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un lien très fort entre cet imaginaire touristique et l'influence historique de la mise en place d'aires protégées dans cette région, avec de très nombreux touristes, en particulier allemands, qui viennent pour faire l'expérience du parc national de Sarek, dont je vous ai parlé, donc le fameux Wilderness. Donc ce parc totalement non aménagé, en fait, il attire beaucoup de touristes de ce type, c'est-à-dire des gens qui veulent faire l'expérience de la nature, justement parce qu'il n'est pas aménagé. Donc ils viennent avec en autonomie, donc avec leur sac à dos, leur nourriture, etc., pour faire l'expérience de cette nature, et donc qui projette une représentation sur cet espace qui est celui d'un espace de nature sauvage. Donc cet imaginaire du wilderness qui est une très forte force d'attraction touristique de la région et qui est liée, comme je disais, à des spécificités culturelles scandinaves, donc ces idées de Allemansrätt et Friluftsliv. Donc ça, c'est un peu la configuration côté Laponia. Et côté Pyrénées-Mont-Perdu, donc j'ai fait un peu ce travail similaire de retour historique et enquête auprès des acteurs. Et on voit qu'historiquement, donc il y a eu, comme je disais tout à l'heure, dans le désenclavement et dans la découverte de ces régions, un rôle important du thermalisme qui a attiré beaucoup de monde dans la région. Et plus particulièrement dans ce site, on a l'influence de la proximité de la ville de pèlerinage de Lourdes, qui a joué un rôle très fort dans la publicisation de cette zone, dans la connaissance générale de cette zone dans la société, en particulier en France. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu, ce qui se passe, c'est que le Gavarnie, là, ce site dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à 50 km de Lourdes. Et donc, Lourdes, à partir donc, du début du XXe siècle, la fréquentation de Lourdes a explosé après donc, les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette-sous-Muro. C'est devenu une ville de pèlerinage très importante. Et donc, on dit que c'est la deuxième ville hôtelière en France, toujours aujourd'hui. Et donc, les pèlerins de Lourdes ont commencé à avoir des pratiques excursionnistes dans les sites alentours d'intérêt. Et c'est comme ça que Gavarnie, en fait, est devenu extrêmement connu par des gens même qui ne voyageaient pas sauf pour les pèlerinages. Et ça a fait la renommée de ce site. Enfin, ce site était déjà connu, très, très apprécié, etc. Mais Lourdes a vraiment drainé une fréquentation importante. Et donc, ce qui fait que ce site est fortement fréquenté, c'est comme je vous disais, sa configuration, donc ce paysage naturel assez remarquable, qui est visible d'un coup d'œil et facile d'accès. Donc en fait, si on regarde vu du dessus, là on voit bien la forme du cercle glaciaire, donc là on est ici, c'est l'Espagne. On a une vue satellite au-dessus. Donc on voit que les touristes, ils arrivent au village de Gavarnie en voiture, ils viennent ici, ils traversent le village et ici ils ont une marche d'1 heure à peu près
dans une vallée qui est facile d'accès, donc on est en zone de haute montagne mais extrêmement facile d'accès, pour arriver à ce spot qui est l'hôtellerie du cirque, donc c'est de là où j'ai pris cette photo, et où on voit du coup tous les jours de très nombreux touristes toute l'année, mais surtout l'été, qui viennent voir sans être équipés pour faire de la montagne ni rien, qui viennent donc contempler, enfin regarder ce site, faire du sightseeing si on reprend l'idée que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ça a facilité, enfin cette configuration particulière a facilité le développement d'une très forte fréquentation dans cette région. Du coup, ça a engendré une forme de développement du tourisme qui était liée à une fréquentation touristique spontanée que les habitants de Gavarnie ont nommé la cueillette touristique, en référence à une forme de consumérisme. Donc c'est ce qu'explique un agent de l'office de tourisme en disant c'est la cueillette touristique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de trucs, les gens qui viennent, ils dépensent et voilà. La cueillette, c'est ça en fait. C'est une expression pour dire que les touristes, il n'y a aucune démarche qui est faite pour aller les chercher. C'est les gens qui viennent tout seuls et quand ils viennent sur place, on les cueille et on leur fait dépenser leur argent. Donc c'est comme ça que le tourisme s'est développé dans cette petite localité du site Pyrénées-Perdu. Et donc qui est liée à une activité très, très spontanée, mais qui en même temps a engendré de profondes transformations dans la société locale, en fait, parce qu'aujourd'hui, comme le dit l'ancien maire, sur 170 habitants, il y a 40 familles, il y a 40 commerçants pratiquement. C'est-à-dire que tous les habitants de ce village se sont tournés vers une forme d'activité de tourisme pour bénéficier des retombées de cette fréquentation. Alors, ça c'est ce qui est spécifique au site, à la localité du village de Gavarnie, mais comme vous l'avez vu, donc le site s'étend bien au-delà, donc non seulement versant français mais aussi versant espagnol, et donc dans des zones de montagne difficiles d'accès. Et du coup, on a dans les discours locaux une typologie entre le touriste de Gavarnie qui vient visiter le cirque, qu'on appelle souvent le touriste lambda, et en référence à ce tourisme de cueillette, et puis le montagnard, qui est du coup donc, le touriste qui vient faire de la montagne, qui vient faire de la randonnée. Et donc c'est ce qui explique un agent du parc national qui dit que Gavarnie est plus un lieu de passage. C'est un lieu qu'il faut voir comme la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel, mais les gens ne savent même pas trop pourquoi ils viennent, parce qu'on leur a dit, parce que c'est un lieu à voir. Qui leur a dit, on ne sait pas, eux-mêmes, la société, en tout cas, c'est vraiment concentré sur le cirque. Quand on sort des chemins battus, c'est totalement différent. Ça c'est vrai, on peut l'observer. Donc du coup, on a un tourisme qui est beaucoup plus diffus sur les sentiers de randonnée en montagne, etc., qui fait référence à cette figure du montagnard, qu'on va retrouver en fait dans les zones plus difficiles d'accès et qui va constituer plutôt des amateurs de montagne, donc déjà des gens qui vont pratiquer la montagne de manière, enfin c'est quelque chose qui est ancré dans leur pratique. Et qu'on va retrouver sur les sentiers qui traversent les Pyrénées, donc comme le GR10 ou la Haute-Pyrénéenne. Donc là, on a des pratiques contrastées qui donnent lieu à la façonnage de diverses catégories de tourisme d'un point de vue local. Mais on voit quand même que dans cette localité, dans cette petite zone, le tourisme a une place centrale dans la vie locale. Donc du coup, si on met en parallèle ces deux cas, on voit que la nature et les paysages naturels sont centraux aujourd'hui dans les pratiques touristiques et sont les pivots de l'organisation locale du tourisme, et que le tourisme est devenu une activité majeure dans les deux régions. Il y a eu une appropriation locale de cette activité qui a été façonnée par des traditions historiques. Donc, comme je l'ai dit, tout ce phénomène de développement avec d'un côté un tourisme plus diffus pour les 5 minutes, c'est devenu une activité secondaire, et de l'autre, une fréquentation très forte qui a transformé la vie sociale et économique dans le site des Pyrénées. Du coup, c'est ce que je reprends ici. Avec du coup dans les Pyrénées vraiment une professionnalisation autour de l'activité et une conversion des éleveurs vers une forme de pluriactivité où l'élevage en fait tient une place parmi d'autres activités. Alors que dans l'Aponia, les éleveurs en fait restent, l'élevage est fondamental d'un point de vue identitaire, donc reste vraiment l'activité essentielle pour ceux qui la pratiquent et le tourisme une activité secondaire. Donc du coup,
on voit bien là cette influence parallèle entre le développement du tourisme et mise en œuvre de systèmes de conservation dans ces régions, avec comment les populations locales s'approprient ces différents phénomènes. Et donc du coup, le cours de cet après-midi permettra de voir plus en détail ce que c'est, donc, comme je disais, la vie d'un éleveur sami. Et puis, comme ça permettra de continuer demain sur des aspects plus liés à la gouvernance et la mise en scène de ces espaces, c'est-à-dire comment ensuite s'orchestre, comment la population locale est impliquée ou non dans la gestion de ces espaces protégés, parce que là on voit leur implication en lien spécifiquement au tourisme, mais comment se jouent en fait ces questions de la gestion et de la gouvernance de ces espaces protégés, patrimonialisés, et notamment la place qui tiennent les critères culturels qui sont adossés aux critères naturels, parce qu'on voit en fait ici, d'un regard extérieur, que cette dimension naturelle est prévalente tant dans les projets de conservation que dans les imaginaires touristiques associés, les imaginaires et les pratiques des touristes associés à ces régions. Donc on va voir un peu, essayer de comprendre plus en nuance demain comment ça se joue d'un point de vue de la gestion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que ça vous évoque des cas, ça vous évoque des comparaisons avec des cas connus que vous avez pu étudier par ailleurs, ou des parallèles avec des questions culturelles que vous avez traitées dans les cours précédents? Ça vous évoque rien du tout. Oui. Je ne sais pas si c'est en Laponie, mais j'avais vu un reportage qui parlait des Samis, oui. Comme quoi ils avaient un problème aussi à cause de l'industrie forestière. Oui. C'est dans la Laponie ou c'est à côté? Oui. Ouais. Ça fait partie en fait des enjeux, quand je parlais d'extraction, il y a l'extraction minière, mais il y a l'extraction en fait, des ressources forestières. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de forêts. Il y a beaucoup de forêts en Laponie, et comme c'est à une latitude plus élevée, les arbres poussent moins vite. Donc le bois est plus dense et de meilleure qualité. Donc il y a un gros enjeu sur la ressource en bois. Et donc pour les Samis, ça a une incidence importante parce que, alors on le verra dans le film en plus cet après-midi. Ouais. Non, mais c'est une question intéressante parce que ça fait partie, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est pas un facteur qui isolé qui va avoir des incidences, comme par exemple on parle souvent du changement climatique, mais c'est l'accumulation de plusieurs facteurs. Donc comme je disais, il y a les mines, il y a cette industrie de la forêt, il y a l'hydroélectricité, donc ça va participer à morceler un territoire qui était utilisé pour le pâturage. Donc du coup ça va obliger les éleveurs à s'adapter à une multitude de facteurs en fait qui s'appellent des facteurs de la colonisation de leur territoire, dont la conservation de la nature fait partie. Et oui, alors pour les forêts spécifiquement, en fait, il y a plusieurs. J'ai un collègue qui a travaillé là-dessus justement, sur ce rapport entre pâturage et forêt. Alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois que les rennes ils mangent en partie les lichens arboricoles, c'est-à-dire les lichens qui pendent aux arbres. Donc, du coup, ça élimine cette ressource directement. Donc ça, c'est une cause qu'il faut comprendre de manière directe, mais il y a aussi une cause indirecte, c'est que quand on fait une coupe rase, du coup, la neige tombe sur le sol, et du coup, ça fait de la neige tassée, etc. Alors quand il y a une forêt, ça assouplit, la neige est moins dense sous les arbres, parce qu'elle est formée par les arbres, et donc du coup, comme les rennes, ils mangent principalement, donc ils mangent un peu de lichen arboricole, mais ils mangent principalement des lichens terricoles, ils creusent la neige en hiver pour aller chercher cette ressource. Donc si la neige est trop épaisse ou trop tassée, ils ne peuvent pas accéder à la ressource. Donc du coup, ça a aussi cette incidence-là sur les ressources disponibles. Et l'hiver est rude, donc les rennes ont vraiment besoin de se nourrir, et donc ils ne peuvent plus vraiment se nourrir comme avant de manière semi-liberté. Il faut vraiment
chercher les bons pâturages et faire face à ces différents enjeux qui changent leur accès à la ressource. Ce que j'ai vu, ils avaient mis en place une espèce de quadrillage en fait. Pour alléger le... Couper le bois en fait, ils faisaient des quadrillages, comme ça laissait des espaces de forêt pour les rêves. Oui, alors oui, il y a ça, il y a une gestion plus... C'est de faire une gestion plus harmonieuse en fait de la forêt et d'éviter les comprases. C'est un grand... Le lien entre foresterie intensive et élevage de rennes, c'est assez compliqué.